Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'invité d'Eva Soto, c'est Nicolas Tenzer pour cet ouvrage, Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, la feuille de route géopolitique des années à venir. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour Eva Soto. Je renvoie aussi à votre blog, Tenzer Strategics. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Alors, votre ouvrage, ça se présente comme une feuille de route géopolitique pour les années à venir. Et cette feuille de route, vous l'établissez sur la base de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la guerre décisive. C'est la guerre que les démocraties doivent gagner et doivent accepter de faire. C'est-à-dire que si la Russie devait d'une manière ou d'une autre l'emporter, ou, quand je dis l'emporter, connaître même une semi-victoire en Ukraine, c'est-à-dire garder sous sa coupe une partie du territoire ukrainien, ça voudrait dire qu'elle va étendre toutes ses actions de déstabilisation au Moyen-Orient, on le sait très bien, où elle soutient la Syrie d'Assad, où elle est liée à l'Iran, où elle soutient le Hamas, il faut le rappeler à chaque fois, mais aussi partout dans le monde, avec la déstabilisation de l'Europe, la déstabilisation, bien sûr, spécifiquement au sein même de l'Europe, qui n'est pas l'Union européenne, de la Géorgie, du Bélarus, de la Moldavie, avec toutes ces actions de soutien aux dictatures en Amérique du Sud, Cuba, Venezuela, Nicaragua, soutien à la junte birmane, et surtout une volonté décisive de mettre un terme à toute la législation qui a été édictée après Nuremberg. Mettre un terme donc à cette législation, comment ça se manifeste? Et puis vous avez dit aussi accepter de faire la guerre. D'après vous, on n'accepte pas de faire la guerre? Il n'y a pas assez de soutien à l'Ukraine, c'est ce que vous voulez dire? Oui, je pense qu'aujourd'hui le soutien est beaucoup trop mesuré. C'est-à-dire que toutes les démocraties dans le monde devrait dire aujourd'hui, nous devons avoir le courage de sauver l'Ukraine. D'abord parce qu'il s'agit de sauver des vies. Rappelez-vous le plus jamais ça. Rappelez-vous la liberté de protéger, le devoir de protéger, qui ont été édictés. Que se passe-t-il en Ukraine? Vous voyez des centaines de milliers de personnes qui ont été assassinées par les Russes. Des centaines de milliers de civils, plus de 100 000 militaires, 1 million de personnes blessées, délibérément, estropiées, mutilées, qui ont perdu la vie, qui ont perdu la vue, qui ont perdu les jambes, qui ont perdu les bras. C'est des milliers d'enfants qui sont morts ou qui ont été eux aussi estropiés. C'est ça, cette réalité. Et devant cela, nous sommes à mi-chemin. Nous donnons un certain nombre d'armes, certes, c'est vrai, mais nous n'avons pas fixé comme objectif radical, parce que devant le mal radical, il faut avoir des objectifs radicaux, de mettre un terme à la barbarie de Poutine. Votre ouvrage réintroduit plusieurs questions dans la géopolitique dont on n'a pas l'habitude. La culpabilité, la honte, le mal. Pourquoi ? D'abord parce que je crois que nous devons comprendre que si nous voulons être cohérents sur notre sécurité, nous devons voir quelle est la menace principale pour celle-ci. Et la menace principale pour celle-ci, c'est bien quelque chose qui s'appelle le mal. Regardez par exemple ce qu'a fait Poutine. Depuis 24 ans qu'il est au pouvoir, sont été en Tchétchénie, 1999-2000, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité massifs, qui avaient été dénoncés par des gens comme Anna Politkovskaya, Nastalia Estemirova, Boris Nemtsov, en France d'ailleurs des gens aussi comme André Glucksmann, qui avaient été extrêmement actifs, comme François Stom, etc. Bon, qu'est-ce que ça a signifié? Ça a signifié qu'on avait quelqu'un qui était prêt à tout. Et qui disait au monde le crime et le message. Le même Poutine a fait exactement la même chose en 2008, alors à une échelle moindre en Géorgie. Il a recommencé à partir de 2014 en Ukraine. C'est une guerre, il ne faut jamais l'oublier, qui dure depuis 10 ans. Et il l'a fait en Syrie, où je rappelle toujours qu'en Syrie, rien que Poutine, je ne parle même pas du régime Assad, a tué plus de victimes civiles que même Daesh. Vous imaginez? Bon. Et qu'est-ce que ça fait? Les dirigeants ont continué à serrer la main à Poutine, etc. Donc si on ne prend pas le mal comme réalité pour comprendre,
Combien ça menace petit à petit notre insécurité? Si on ne prend pas aussi la question derrière, bien sûr, du réalisme. Certains ont dit oui, mais il faudra trouver un accord avec la Russie. Mais c'est totalement irréaliste devant un régime extrême. Nicolas Tenzer, effectivement, le mal, ça a été présenté. C'est pas nouveau qu'on présente le mal en termes de relations internationales. C'est tout un courant aux États-Unis qu'on a appelé néoconservateur, de George W. Bush, de Ronald Reagan. Est-ce que vous vous inscrivez dans ces pas ou pas? Non, justement, ce que je démontre dans mon livre, et je fais référence à ces mouvements qui sont très importants, c'est que ces mouvements, en fait, ont précédé à une sorte de désignation arbitraire du mal. Ils l'ont fait en des termes messianiques, en des termes religieux. Moi, je pense qu'il faut regarder le mal d'abord dans des termes juridiques. Parce que nous avons tout simplement une législation. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Nuremberg. C'est une législation. Donc, c'est la question du droit. C'est-à-dire que beaucoup de stratèges, d'analystes géopolitiques ne réintègrent pas le droit international dans l'analyse géopolitique. Mais quand vous avez une violation du droit international, c'est tout l'ordre qui se détricote et partant, notre sécurité même qui se trouve menacée. C'est pour ça que derrière, dans ce livre, au-delà d'un plaidoyer pour notre intervention en Ukraine, une réflexion sur le long terme de nos relations avec la Russie, j'essaye de dire, mais il faudra peut-être que tous les concepts, et je m'inscris dans la ligne d'ailleurs de Raymond Aron, que tous les concepts sur le réalisme, la différence entre État et régime, la question de l'histoire et de notre perception de l'histoire pour penser les relations internationales doivent être complètement revues et réécrites. Nicolas Tenzer, depuis le début de la guerre, en tout cas le début de la guerre qui nous apparaît à nous, il est souvent reproché à la Russie l'usage qu'elle fait de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que vous avez choisi aussi d'utiliser ces références? Je cite par exemple votre introduction, d'Auschwitz à Alep et Mariupol, retour à des sombres temps. Parce que c'est le fil de l'histoire. C'est le fil de l'histoire qui relie pour moi directement Auschwitz et ce que la Russie a fait à Mariupol, entre 50 000 et 100 000 morts, à Boutcha, à Izium, à Kherson. Ce sont les mêmes visages de personnes torturées. Et je le dis d'autant plus que moi-même, je suis d'une famille qui est une famille de survivants de la Shoah, même si la sœur de ma grand-mère n'est jamais revenue d'Auschwitz, que ma mère a été déportée. Et pour moi, je me rappelle, elle me disait toujours, quand nous combattions le nazisme, parce qu'elle était juive, mais elle était aussi d'abord résistante, elle préférait d'ailleurs se définir comme résistance plutôt que comme juive, puis elle a été arrêtée avec des faux papiers. Elle disait, nous avions la certitude, mes compagnes et moi, que nous combattions le mal absolu. Et on le voit ressurgir. Donc c'est pour moi, effectivement, cette continuité historique qu'il faut essayer de comprendre. C'est pas un lien d'équivalence, mais un continuum. C'est un continuum. Chaque élément, chaque crime est unique. La Shoah, évidemment, est unique. Le génocide des Arméniens est unique. Le génocide au Rwanda est unique. Ce qui s'est passé à Srebrenica est unique, mais ce qu'a fait Poutine aussi. Mais vous avez en même temps cette continuité. Et que si on ne comprend pas cette continuité, qu'on tourne effectivement les yeux, du coup, on ne saisit plus l'histoire et on n'inscrit plus notre stratégie internationale dans cette continuité historique qu'il me paraît essentiel de rétablir. Nicolas Tenzer, vous connaissez aussi très bien Israël, vous participez régulièrement au forum antiterroriste à Herzliya. Votre notion de mal que vous introduisez dans la géopolitique, on va en parler ensemble en ce qui concerne aussi Israël. Le Hamas, c'est le mal absolu ? Le Hamas est le mal absolu, oui, bien sûr. Parce que à partir du moment où, comme le 7 octobre, vous connaissez quelque chose qui ressemble à des crimes contre l'humanité à visée génocidaire, parce que c'est bien cela qu'il s'agit, bien sûr que ce groupe terroriste doit être désigné comme le mal absolu. Mais aussi, quand on désigne ce groupe comme le mal absolu, il faut aussi désigner, soyons parfaitement clairs, le régime syrien, le régime de Poutine, etc., comme le mal absolu aussi, parce qu'on est, encore une fois, dans la volonté d'extermination pure et simple d'une partie du genre humain. C'est le eux ou nous, c'est ça? C'est ça, et là on est, bien sûr qu'on est dans cela. Maintenant, soyons parfaitement clairs, je parle du Hamas, je ne parle pas des Palestiniens. Parce que ça, c'est l'autre dossier, à mon avis, qui me paraît essentiel. C'est que, aussi bien je pense que sur la guerre entre la Russie
et l'Ukraine, ou plutôt je devrais dire la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui est une guerre d'extermination, qui vise à annihiler un peuple, une nation. Vous savez, vous avez même les autodafés de livres ukrainiens qui ressemblent quand même aux autodafés de livres par les nazis. C'est ça que les Russes font aussi en Ukraine. Ça, c'est une guerre absolue. Il n'y a pas c'est un jeu à somme nulle. Il n'y a pas de négociation de voie moyenne. Pour Israël et les Palestiniens, je pense qu'il y a deux choses. D'abord que le droit international s'applique à nous aussi, à tout le monde, et à Israël en particulier. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez des accusations de génocide ? À mon avis, le génocide ne tient pas, parce qu'il n'y a pas une volonté génocidaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des propos génocidaires d'un certain nombre d'extrémistes israéliens. Il y en a, et il faut être clair là-dessus. Et nous devons totalement les condamner, parce que sinon, nous ne sommes pas cohérents. Il y a vraisemblablement eu, à certains moments, des crimes de guerre, parce qu'à un certain moment, quand il y a eu la disproportion dans l'attaque, je pense qu'on est dans ce niveau-là. Mais encore une fois, ne confondons pas les choses, ne mettons pas non plus les choses, encore une fois, sur un même plan, soyons très attention. Mais je pense que la question du respect du droit international par toutes les parties, et je souhaite personnellement qu'Israël, comme les États-Unis, qui n'en sont pas partis, deviennent partie du traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Je pense que ce serait très important en termes de symbolique, parce que sinon, l'Occident va être accusé toujours, à tort ou à raison, de manière hypocrite. On l'a vu par l'Afrique du Sud, qui a hébergé, par exemple, le dictateur soudanais poursuivi par la Cour pénale internationale, l'ancien, vous savez, Bachir, Mar al-Bashir. Oui. Bon, donc là, c'est le double standard. C'est exploité. Mais il faut être absolument irréprochable. Et je pense que c'est à partir du moment où nous serons irréprochables, et nous devons veiller à cela. Et pour moi, c'est la tradition aussi dont je suis porteur, que ma mère m'a enseigné, dont mes grands-parents étaient porteurs aussi. Nous devons être totalement fidèles à cette tradition. Vous évoquez votre volonté de contrer le révisionnisme stratégique. C'est quoi ce concept de révisionnisme stratégique ? Le révisionnisme stratégique, c'est ce que la Russie essaye de faire en Ukraine. C'est-à-dire de dire concrètement, vous avez des zones qui sont naturellement dans ma sphère d'influence. Et donc ces zones-là, vous, les autres, vous n'avez rien à y faire. C'est ce qu'essaye de faire également la Chine populaire vis-à-vis de Taïwan. C'est ce que fait également la République islamique d'Iran vis-à-vis d'un certain nombre de pays où vous avez des minorités chiites. Vous avez cette même volonté de réécrire l'histoire et de revenir sur les principes fondamentaux qui ont été établis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc les zones d'influence que la Russie veut rétablir, non. Il n'y a pas de zone d'influence, il y a d'abord des peuples et des personnes libres qui résistent à toutes les formes d'oppression. Et c'est ce discours d'émancipation, de résistance aux forces d'oppression, je crois que nous devons absolument faire valoir sur la scène internationale. Je voudrais revenir aussi sur vos joutes sur X, ex-Twitter, avec Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Le moindre mal comme ligne de conduite, c'est ce qui préside grosso modo à la diplomatie, notamment à la diplomatie française. Une diplomatie obsolète selon vous, pourquoi ? Alors je parle de la diplomatie pas seulement française, je parle de la diplomatie de grande puissance, y compris d'ailleurs des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, etc. Je pense qu'à un certain moment, le moindre mal, quand on l'accepte, devient le mal absolu. Ce qui me paraît très important dans mon débat amical, d'ailleurs avec Gérard Araud, c'est que je pense qu'il met toutes les guerres et tous les conflits un peu sur le même plan. C'est-à-dire, c'est comme si vous mettiez la Seconde Guerre mondiale et ce que Hitler a voulu faire à partir de 1939, en fait 1933, sur le même plan qu'une guerre de Napoléon, de Louis XIV ou de Bismarck. Il y a des différences entre ce que j'appelle des guerres absolues ou des guerres radicales, et je pense que c'est important de penser sur l'horizon de la radicalité, et des guerres qui peuvent se terminer par des compromis. C'est la vraie différence. Et je pense qu'effectivement, dans mon débat avec Gérard Araud, il y a cela, c'est-à-dire, est-ce qu'on raisonne sur un plan uniforme, est-ce qu'on mélange tous les phénomènes historiques, et ça aboutit au relativisme, ou bien est-ce qu'on tient compte à un certain moment de la volonté de destruction absolue du monde ? Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Votre livre Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci Eva Soto.